Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Alors si vous appréciez ce podcast, sachez que je suis à votre écoute pour vous accompagner dans un esprit de prévention et de renforcement de votre santé, en complémentarité de vos éventuels traitements médicaux. Prévention en fonction de vos facteurs de risque individuels et familiaux, et renforcement afin de bien gérer les différents défis auxquels la vie et le monde dans lequel nous vivons nous confrontent en permanence. Pollution, chaleur, stress, perte de sens au travail, éco-anxiété. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous, et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je suis très heureux de m'entretenir avec le docteur Isor Lamoureux, médecin généraliste et homéopathe à Figeac dans le Lot. Isor aime à se décrire comme une exploratrice, qui propose une vision humble de son métier. Elle insiste sur le fait qu'elle ne se considère pas comme une experte, mais à titre personnel, je suis persuadé qu'elle est sans aucun doute extrêmement compétente dans beaucoup de domaines. Et vous verrez qu'Isor n'est pas une médecin comme les autres. D'ailleurs, une des qualités qui la caractérise est son ouverture d'esprit quant aux diverses approches qui existent sur Terre pour entretenir sa santé, tant au niveau physique que psychique. C'est une conversation passionnante qui vous amènera peut-être à remettre en question pas mal de vos idées reçues. Alors, bonjour Isor. Bonjour Anthony. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour le podcast La Santé par Nature. Donc toi tu es médecin dans la région de Figeac, dans le Lot, à Lunan plus précisément. Et on s'était rencontrés il y a quelques temps par le biais du naturopathe Jean-Philippe Delamonica, que j'ai déjà interviewé dans ce podcast. Aujourd'hui j'ai eu envie de m'entretenir avec toi parce que tu as une approche assez originale de ton métier. C'est-à-dire que tu t'intéresses à beaucoup de manières de conserver ou de retrouver la santé. Et tu m'as même confié que tu te consacrais maintenant en grande partie à l'homéopathie. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre, Comment se soigner et guérir aujourd'hui, qui est sorti en 2021 aux éditions Exuvie, qui présente les 5 principales manières de prendre soin de sa santé en France. Donc, il y a la médecine conventionnelle, la naturopathie, l'homéopathie, l'ostéopathie et la médecine traditionnelle chinoise. Et puis également ce que tu appelles les thérapies psychospirituelles. Et d'ailleurs, tu précises que c'est un livre collaboratif auquel d'autres thérapeutes ont participé. Et tu as également une chaîne YouTube qui s'appelle Par mon prisme, dont je mettrai le lien en descriptif de l'épisode. Voilà, donc ma première question, et je vais pas te poser de questions sur ton parcours, mais juste celle-ci. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir de devenir médecin généraliste plutôt que spécialiste ? Wow, déjà, merci de m'inviter et de me permettre de prendre la parole sur ces sujets qui m'animent beaucoup et auxquels je consacre une grosse part de ma vie. Euh, alors, c'est une question qui est pas si simple à répondre parce que je crois que ça c'est... J'ai pas fait médecine pour une raison très précise au départ. Euh, Et la médecine générale, c'est devenu une évidence quand même assez rapidement pour moi au cours des études de médecine, parce que ça me semblait être la seule spécialité qui permettait de rencontrer les personnes sous tous leurs aspects et de pas les cloisonner, de pas les découper en morceaux comme on est obligé de faire quand on est spécialiste finalement, puisqu'on est spécialiste d'un organe ou même encore plus spécialisé parfois dans euh, une partie d'un organe. Et moi, j'avais envie d'avoir une vision globale de la personne et aussi de pouvoir, euh, au fur et à mesure de mon exercice, proposer d'autres approches, d'autres pratiques, évoluer aussi, parce que quand on est médecin généraliste, on peut se, se spécialiser après dans certains domaines ou pratiquer des médecines complémentaires alternatives et toujours s'intéresser à la personne dans sa globalité, être un petit peu
aussi euh, un chef d'orchestre, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on est un pivot dans l'orientation des patients. Et aujourd'hui, ça me semble aussi être un rôle important dans ce qu'on appelle la médecine intégrative, de pouvoir accompagner la personne dans son parcours de soins ne peut être que personnel, que individuel, pour répondre à des aspirations profondes qui sont pas juste de faire disparaître une maladie. Et, euh, et d'orienter, de guider, de valider, de conseiller dans les différentes pratiques qu'on peut avoir avec la médecine conventionnelle et toutes les autres. Donc, j'ai choisi la médecine générale déjà pour rester en contact avec toutes, toutes les autres types de spécialités et de voir comment tous les organes en fait fonctionnent ensemble et qu'il faut les rassembler à un moment. Euh, et de mon parcours, après, j'ai découvert au cours de mes études les médecines complémentaires et c'était une évidence pour moi qu'il fallait s'orienter vers ces médecines-là parce que il y a quand même énormément de limites dans la médecine conventionnelle et elle se le cache pas en fait. Il y a beaucoup de situations où on est dans des impasses thérapeutiques, où on n'a pas de solution, où on n'est que dans du symptomatique ou du palliatif, on donne des traitements à vie, etc. Et quand j'ai entendu parler de médecine qui soigne vraiment, qui permettent de guérir les maladies, même si on n'a pas le droit vraiment de le dire, mais c'est le cas au quotidien dans ces pratiques, et ben, pour moi, c'était aussi une évidence de les découvrir, de les étudier et puis de me faire ma propre opinion par mon expérience personnelle de ces médecines-là et par l'accompagnement des personnes. C'est génial. Alors, en naturopathie, vu que moi je suis naturopathe, c'est un petit peu ma référence en ce moment, on dit que la maladie se déclare en général quand on n'a pas respecté le mode d'emploi que la nature a prévu pour le fonctionnement de notre organisme. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a encrassé ou déséquilibré à cause de notre alimentation, par exemple, ou d'un excès de stress, d'émotions négatives, d'une perte de sens, d'une sédentarité, d'autres causes diverses. Donc, la maladie aiguë a, selon cette vision des choses, un rôle de nettoyage et de retour à un certain équilibre physique, mais également psychique. Donc toi, tu parles souvent du fait que chacun de nous, nous sommes sur un chemin de santé. Donc est-ce que tu considères que la maladie fait partie de ce chemin? Et est-ce que toi, ça a été un moteur pour toi? Hum, alors, je risque d'oublier la deuxième question, faut C'est jamais. pas grave. Euh, alors, je pense que je n'ai pas forcément la même conception de la maladie que celle que tu viens d'énoncer. Et comme tu l'as très bien dit, il faut distinguer la maladie aiguë, qui n'est pas vraiment une maladie, mais finalement ce que en naturopathie on appelle justement une crise d'élimination, donc une un effort que fait le corps pour éliminer une certaine surcharge de toxines physiologiques, biologiques, et bien d'autres choses à travers ça, au niveau émotionnel, etc. Il faut distinguer donc ces crises-là éliminatives de la maladie proprement dite, la maladie chronique. Euh, On n'a pas tout à fait ce vocabulaire-là en homéopathie, mais on peut quand même parfois retrouver des similitudes dans les manières de concevoir les choses. Moi, je pense pas vraiment que la maladie soit toujours liée au fait qu'on n'a pas respecté un mode d'emploi. Parce que pour moi, effectivement, elle fait partie de la vie, elle fait partie d'un chemin de santé. Elle est, voilà, il y a des émotions, mais je ne sais pas si on peut les appeler négatives. On a tous des émotions, on est tous bouleversés par la vie. Euh, on est déplacé, on pourrait dire désaccordé, comme un instrument de musique ben, qui se désaccorde. Il y a plein d'occasions de stress, que ce soit des stress dans les relations, des stress sociaux, des stress physiologiques de par les changements de temps, etc. On est en constante adaptation à un milieu qui change. Et donc la maladie, elle vient souvent, et la maladie aiguë notamment, nous permettent de nous adapter à un milieu qui change avec des nouvelles informations, comme des nouveaux virus qui arrivent dans un environnement, mais les premières fois, il va falloir
que l'immunité apprenne à les reconnaître. Et donc, ça va créer des maladies qui vont s'atténuer dans le temps. Ça, c'est vrai pour les virus, mais on peut reproduire cette idée dans bien d'autres situations. Euh, et je pense pas qu'on puisse tout éviter en essayant de respecter quelque chose, parce qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, et c'est aussi à travers les maladies qu'on peut apprendre à se connaître. Euh, Donc, à la fois, il faut avoir un aspect de prévention, forcément, donc avec son hygiène de vie, avec son alimentation, son activité physique, et puis un apprentissage à vivre ses émotions, ce qu'on n'apprend pas assez quand on est enfant, voire même on apprend le contraire. Donc, on apprend une manière erronée de se connaître et de se gérer quand on est enfant. Donc ça, on doit tout réapprendre à l'âge adulte après. Et donc, ça fait partie du chemin qu'on a à vivre, mais c'est parfois à travers les maladies qu'on se rapproche de soi-même, en fait, qu'on apprend à se connaître et qu'on se rapproche de soi en se réaccordant en permanence à soi, en retrouvant le sens de nos vies, la particularité de notre corps, notre individualité, tout ce qu'on a appris à diluer euh, dans le monde, tout ce qu'on a adapté, tout ce qu'on a, oui, adapté pour faire comme tout le monde, pour être conforme, etc. On doit faire tout le chemin inverse pour retrouver son individualité. Bah oui, mon corps, lui, il fonctionne comme ça et pas comme euh, tous les dogmes et tous les dictats et tous les il faut. On doit et pas plus de temps d'œufs par semaine et pas voilà c'est pas ça en fait, on est tous différents, on a tous des besoins différents qui changent, c'est vivant en fait, on change tout le temps en fonction de nos âges, en fonction de nos activités, en fonction de ce qu'on vit, des directions qu'on prend, etc. Et c'est ce voyage-là en fait qu'on fait à travers parfois des maladies et des rétablissements de santé. Je pense qu'il existe des personnes qui, dans leur vie ou même dans leur incarnation, j'ose utiliser ce mot-là, ne vont pas forcément rencontrer ça, la maladie. Eh bien, c'est qu'elles ont autre chose à vivre ou que c'est pas un sujet pour elles dans la vie. Mais moi, j'ai l'intime conviction que voilà, c'est leur manière de faire leur vie et qu'elles ont quelque chose à vivre qui n'est pas de cet ordre-là, mais que si on est confronté au sujet de la maladie, des problèmes de santé, eh bien, on peut en apprendre quelque chose, on peut être partenaire de cette situation-là pour soi-même, en fait, pour une aspiration profonde de notre être qui est particulière à chacun, je dirais. Ok, génial. Euh, L'homéopathie, bah, c'est aujourd'hui au cœur de ta pratique. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers cette médecine, et en particulier l'homéopathie uniciste? D'ailleurs, est-ce que tu voudrais peut-être bien nous rappeler aux auditrices et auditeurs ce que c'est? Oui. Alors, l'homéopathie, j'y suis venue progressivement. D'abord, en allant travailler dans des fermes et en me rendant compte qu'ils utilisaient des principes de remèdes dynamisés qui sont utilisés dans la biodynamie. Donc, c'est pas du tout de l'homéopathie. On sait aujourd'hui qu'on peut faire de l'homéopathie pour les végétaux, pour les plantes, et que ça marche très très bien, de l'agro-homéopathie même, mais c'est différent de la biodynamie. En tout cas, moi, c'est par là que je suis arrivée. Ensuite, je me suis intéressée à l'homéopathie à travers les gens que j'ai rencontrés dans ces fermes qui se soignaient comme ça et qui avaient réussi à guérir de maladies dont moi, on m'apprenait qu'elles étaient chroniques et qu'on n'en guérissait pas en médecine conventionnelle. Ça peut être de l'herpès, ça peut être des allergies, etc. Donc, ça m'a questionnée et j'ai voulu me former à l'homéopathie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les universités françaises, bon, il y en a de moins, il y en a plus, je crois, des enseignements parce qu'il s'est passé
quelques conflits il y a quelques années, mais déjà à l'époque, l'enseignement n'était pas de très bonne qualité. On enseignait une homéopathie dite pluraliste, celle qu'on rencontre le plus souvent en France avec une prescription de plusieurs remèdes à la fois, plusieurs fois par jour, etc. Alors que l'homéopathie classique, telle qu'elle a été fondée, telle qu'elle est pratiquée dans le monde entier et telle qu'elle est efficace pour aller vraiment en profondeur rétablir la santé, elle est uniciste, c'est-à-dire qu'on ne prescrit qu'un seul remède à la fois. Ça peut être une succession de remèdes, mais toujours un seul à la fois, pour plein de raisons que je vais peut-être pas développer ici, enfin tu me diras. Et moi, j'aime bien dire aussi que le terme uniciste, il rappelle la vision globale de l'humain. Ça veut dire qu'on va pas traiter un symptôme avec un remède. Il n'y a pas quel est le remède de l'angine ou qu'est-ce que tu me donnerais pour ça. C'est pas du tout comme ça qu'on travaille. On travaille avec la personne, son énergie vitale, avec euh, tout son chant. Moi, j'aime parler du chant de la personne et on peut l'écrire ANT comme la musique de la personne ou AMP, ce chant énergétique qui émane d'elle à travers toute sa vie et à travers son corps. Et donc, on prescrit un remède qui s'adresse à l'expression de ce chant à un moment donné pour soutenir, pour réaccorder, pour réharmoniser l'énergie vitale de la personne. Et une fois que cette énergie vitale, qui est la cause de tout en fait, qui comprend le passé et le présent, une fois que cette force vitale, elle est équilibrée, le corps, lui, peut guérir, mais à tous les niveaux et dans tous les organes en fait. Et c'est ça qui est beau dans l'homéopathie. Ok. Alors, moi, l'image que j'avais de l'homéopathie, tu vois, quand j'ai un peu appris ça, c'était comment ça marche. On a une substance qui crée un symptôme. Donc, à partir de là, on va faire la machine inverse, la marche arrière plutôt, et on va, quand on a ce symptôme, prendre la substance, tu vois, qui a créé le symptôme finalement, pour à dose un peu plus faible, homéopathique, pour essayer de faire en sorte que le symptôme disparaisse. Est-ce que ça, c'est une vision qui est complètement erronée d'après toi, ou est-ce que c'est correct? Alors, c'est globalement correct, sauf que ça dépend ce qu'on appelle symptôme, parce que c'est Mhm. pas juste un symptôme, mais un tableau général. Donc, une substance, on va déjà la dynamiser, c'est-à-dire déjà la diluer, déjà l'agiter pour obtenir cette substance sous la forme purement physique, informationnelle, sans plus aucune molécule chimique. Et c'est ça qu'on va tester chez les personnes. On va leur administrer à dose répétée, à dose excessive, et elles vont produire des symptômes, mais des tableaux de symptômes, c'est-à-dire un ensemble de symptômes physiques, psychiques, extrêmement florides en général, qui concernent tous les organes, les rêves, les pensées, les émotions. Et ça forme un tout cohérent que, grosso modo, toutes les personnes vont exprimer un peu à leur manière. Elles vont pas tout exprimer, mais en tout cas, au final, ça donne une composition qui est le chant du remède. Et quand on va voir la personne, on va pas juste regarder son symptôme, donc juste son mal de gorge ou juste son eczéma. On va regarder son champ global et faire correspondre au champ du remède. Euh, donc, ça dépend ce qu'on appelle symptôme. Et ensuite, tu dis à dose plus faible. Moi, je dirais à dose plus forte parce qu'en fait, c'est quand on dilue énormément une substance et qu'on la dynamise, on l'administre sous forme énergétique et c'est beaucoup plus puissant que si on l'avait administré à dose euh, alors c'est plus puissant, mais pas aussi toxique. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des plantes mortelles à dose physique et qui là vont avoir une puissance thérapeutique sans évidemment sans nous tuer. Donc c'est une puissance, mais c'est pas une toxicité. Et et donc c'est pas une question de plus faible ou plus fort, parce qu'en fait en homéopathie, plus on dynamise, plus on dilue, plus on est puissant et plus on est fort, plus on va en profondeur, plus on peut aller dans 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 l'émotion, dans le psychisme, même dans le transgénérationnel. Aujourd'hui, c'est des techniques utilisées aussi. Mhm.
Alors, et en naturopathie, il y a la notion centrale, enfin, dans toutes les médecines traditionnelles, d'énergie vitale qui permet au processus interne d'auto-entretien, d'auto-guérison de se produire. Et je crois que l'homéopathie peut aussi aider à retrouver un état de vitalité et d'équilibre qui est satisfaisant pour que ces mécanismes d'autodéfense fonctionnent correctement. Est-ce que c'est le cas? Et comment est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est même tout à fait ça. C'est même d'ailleurs d'abord ça. C'est quand on administre un remède, il va réaccorder d'abord l'énergie vitale et c'est cette énergie qui est réharmonisée et réaccordée euh, qui va après elle-même, enfin, c'est difficile, c'est complètement schématique, c'est complètement imagé. Il faut accepter une part d'incompréhensible, il faut accepter que quelque chose là soit pas forcément accessible directement à notre intelligence. Mais moi, quand j'écris un SMS, j'accepte qu'il y a quelque chose que je comprends absolument pas en fait. Ou comme là, on est en train de discuter par Zoom en direct, c'est complètement incroyable. Et j'accepte qu'il y a une part que je ne comprends pas et que je ne peux pas saisir dans ce flux. Euh, et donc, pour revenir à la question, oui, après, le corps utilise cette énergie qui a été fournie, cette information, un petit peu, on lui fournit une carte en fait pour lui réexpliquer comment il fonctionne et ensuite il retrouve les moyens de s'équilibrer, d'infuser jusque dans les symptômes. Mais c'est vraiment très profond et c'est beaucoup de gens en fait ne savent pas ça. Beaucoup de personnes se soignent un peu par homéopathie en allant à la pharmacie ou en ayant un bouquin d'homéofamilial et c'est très bien, mais ça reste une homéopathie très symptomatique, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec ce qu'on fait en Hum, hum. consultation en fait, dans la L'arnica par compréhension. exemple. Quand on prend de l'arnica en Oui. homéopathie parce qu'on on s'est cogné ou ce genre de choses. L'arnica, mais d'autres choses, parce qu'il y a des personnes qui se débrouillent très très bien avec une homéopathie, une pharmacie familiale. Hum, C'est quand même très différent de ce qu'on fait. De ce qu'on fait en homéopathie thérapeutique, on va dire chronique. Et ce qui est intéressant de comprendre, euh, c'est que le corps a souvent tout ce dont il a besoin, en fait, pour guérir. C'est hyper rare qu'il soit mis dans une situation où il est réellement carencé. Évidemment, ça existe, hein. Mais la plupart du temps, on a un défaut d'absorption des minéraux, d'assimilation des minéraux, ou alors le corps ne sait pas s'en servir, ou il les met dans des endroits, dans des cellules où il les, voilà, ça vient surcharger, mais c'est pas biodisponible, il peut pas les utiliser. Et donc, ou alors, quand on a une force vitale très déséquilibrée, on a des désirs alimentaires et des aversions alimentaires qui sont un peu pervertis, qui sont beaucoup trop intenses vers un aliment ou vers une saveur, comme avoir une énorme envie de sel ou de piment ou énorme envie de chocolat ou alors une aversion totale aux légumes. Et ben, quand on est homéopathe, on accueille et on prend en fait tous les symptômes que nous donne la personne dans un accueil total. Parce que c'est une émanation du champ de la personne. Ça fait partie d'elle et de son énergie vitale. Donc on note tout ça, on en tient compte pour le choix du remède. Et quand on administre un remède homéopathique, il vient renseigner la force vitale et là, ben, éventuellement, les goûts alimentaires changent, la digestion change, l'assimilation change, et sans qu'on ait eu besoin d'aucun complément alimentaire, normalement, en fait, techniquement, si on se donne le temps, euh, le corps se rééquilibre, en fait. Et on comprend donc que c'est pas juste une carence ou parce que on prend un minéral qui nous fait du bien qu'on en a besoin. En fait, ce qu'on a besoin, c'est d'être profondément rééquilibré à l'intérieur de nous. Et parfois, bon, ben, dans certaines situations, on va vers les compléments alimentaires et voilà, parce que on a besoin d'un petit peu toutes les médecines et ça, c'est très bien. Il faut savoir jongler, il faut savoir se déplacer entre toutes ces propositions-là. Mais l'idéal homéopathique est tout autre. hum. D'ailleurs, c'est bien de, moi, c'est ce que je rappelle en consultation souvent aux personnes qui viennent me voir, mais que effectivement, même si on est carencé en minéraux ou quoi, bah, il y a quand même cette force de vie et de santé
il y a le programme qui est présent dans chaque cellule de notre corps d'aller vers la santé autant que possible. Par exemple, quand on se coupe la peau, bah, qu'on soit en carence de minéraux ou pas, le corps il va quand même essayer de refermer la plaie. Alors ça, justement, ça va se faire plus ou moins bien si on a Mm. plus ou moins d'énergie vitale, etc. Mais donc il y a quand même au fond de nous cette puissance là de santé et de vie, enfin cet élan de vie, on va dire. Et du coup, toi, tu considères que l'homéopathie c'est plutôt une approche préventive ou curative ou les deux? Mm. Alors, il n'y a pas vraiment d'homéopathie préventive au sens, il va m'arriver ça, qu'est-ce que je peux prendre? Parce que on prescrit toujours selon la réaction propre de la personne, donc on peut pas savoir à l'avance comment elle va réagir, à telle ou telle situation. En revanche, quand on prend en charge une personne en homéopathie chronique et qu'on cherche un remède avec elle et qu'on lui administre des remèdes qui l'aident et qui soutiennent sa force vitale, dans le même temps où ça va résoudre des problèmes, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais où ça va améliorer la santé, où des symptômes vont s'améliorer, etc. Dans le même temps, bah, comme on remonte le niveau d'énergie, comme on remonte le niveau de santé, on fait de la prévention, parce qu'on lui évite de Bien sûr, sombrer. C'est-à-dire que si on n'avait pas donné de remède, la progressivité des maladies est la même, qu'on soit en naturopathie ou en homéopathie. Donc, de l'inflammation, après, on va vers des maladies de production, de tumeurs, d'auto-immunité, d'allergies enfin de cancérisation. Et ce schéma-là est toujours le même. Donc, si on n'a pas à un moment un moyen de remonter cette énergie vitale qui peut être par plein de techniques naturopathiques, par la médecine chinoise, par les approches psychospirituelles et par plein de moyens en fait. Mais si on n'a pas ça à un moment, on finit toujours par dégringoler dans les niveaux de santé. Et ça, c'est aussi une notion vraiment importante à savoir pour tout le monde, c'est que c'est pas parce qu'un symptôme a disparu à tel âge, bon, j'ai plus du tout ça, que ça veut dire que ça va mieux. Ça veut dire éventuellement que la force vitale a capitulé à cet endroit et s'est juste déplacée ailleurs sur un organe plus profond. On dit que dans le passé, j'avais des migraines, j'en ai plus du tout, mais maintenant j'ai des rhumatismes et je suis angoissée au possible. Ben, c'est que l'énergie vitale n'est plus assez forte pour donner des migraines. Elle a juste s'est déplacée dans des organes plus profonds et dans le psychisme. Et dans un mouvement de guérison, que ce soit par l'homéopathie ou par autre chose, c'est toujours le même principe. On risque de revenir sur les symptômes antérieurs parce qu'on remonte le niveau d'énergie. Et souvent, on a une réapparition des symptômes anciens, qui est très bon signe, c'est pas toujours très bien vécu, mais en fait, c'est souvent beaucoup moins intense et beaucoup plus court si on continue à aider la force vitale à se réharmoniser. Et donc, c'est très bon signe d'avoir ces retours de symptômes anciens parce que ça veut dire qu'on remonte le niveau d'énergie. c'est ce qui se passe quand on fait un jeûne, par exemple. Enfin, ça peut se produire lors d'un jeûne. Lors d'un jeûne ou au fur et à mesure des jeûnes, parce que ça dépend de la durée du jeûne, mais ce qui est intéressant avec le jeûne, c'est que souvent, les jeûnes qui se succèdent, et même s'ils sont séparés d'une année, prennent la suite du jeûne précédent, ce qui est assez amusant à voir. L'homéopathie est pas mal décriée depuis quelques années. Ses détracteurs disent que les taux de dilution des substances actives sont tels qu'il est impossible qu'il y ait un effet. Parfois, certains disent même l'homéopathie, on y croit ou on n'y croit pas. Donc, toi qui as étudié le sujet à fond, qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ces personnes-là? Euh, alors, je suis pas obligée de leur répondre, mais je vais répondre aux personnes qui nous écoutent. Alors, il y a de plus en plus de preuves scientifiques de ce qui se passe réellement dans une substance homéopathique et dans son fonctionnement. Mais je pense qu'on est encore très loin de pouvoir vraiment comprendre. Et en fait, moi, j'ai pas du tout besoin de comprendre pour constater au quotidien l'efficacité de l'homéopathie, qui est bien différente d'un effet placebo, parce qu'un effet placebo, on sait le reconnaître, il est de courte durée, il n'intéresse pas la totalité. Et il peut pas être aussi magistral que certains effets qu'on a avec l'homéopathie. Euh,
parfois, administrer une dose homéopathique déclenche une aggravation des symptômes. Là, je peux vous garantir que les gens n'ont pas du tout envie de s'aggraver. Donc, mais c'est parfois ce qui arrive, une aggravation, donc une crise d'élimination très forte, qui est suivie d'une amélioration nette. Ça, c'est ce qu'on observe et même ce qui est souvent valorisé dans une prise en charge en homéopathie. Donc, je dirais que déjà, c'est intéressant de savoir au niveau scientifique, mais c'est pas obligatoire pour, euh, pour rentrer dans ce paradigme-là et pour avoir du bonheur à travailler avec l'homéopathie, à le vivre à travers soi-même. Euh, et quand on est tiré d'affaire dans une affaire assez sérieuse avec de l'homéopathie, on est ravi et on se fiche de savoir comment ça fonctionne. Parce que l'homéopathie, c'est pas que pour les bobos, ça traite des maladies extrêmement graves et préoccupantes. Euh, on peut répondre aussi donc qu'il y a de plus en plus de preuves scientifiques, que ce soit dans les travaux sur l'eau, notamment celle du professeur Marc-Henri, qui explique donc dans des livres, dans des articles, dans des documentaires, comment ça peut fonctionner, que l'eau détienne une information sans qu'il n'y ait plus aucune molécule chimique, dans sa structuration, en fait, l'état morphogénique de l'eau, la façon dont elle se structure en domaine de cohérence, selon les substances, auxquelles elle a été en contact, à condition que l'eau ait été dynamisée, c'est-à-dire agitée d'une certaine façon. Et on a aussi d'autres preuves qui sont plus de l'ordre de la génétique, donc la manière dont une substance homéopathique donc en dilution va pouvoir modifier l'expression des gènes d'une manière que ça corresponde même au spectre d'action du remède. Et ça, c'est des travaux qui sont très récemment publiés ou qui vont être publiés et qui sont des preuves assez franches, assez éloquentes de l'effet que peut avoir une dose homéopathique sur le corps humain. Après, tu parlais d'effet placebo. Euh, Mm. il peut aussi y avoir un effet placebo qui se rajoute Oui. à ces méthodes-là de soins, puisque même la médecine conventionnelle, même il y a des études qui montrent ça, que si on administre un médicament en sucre, par exemple, le fait que ça a été proposé par un médecin en blouse blanche, etc., etc., il y a tout un imaginaire qui se crée au niveau du cerveau qui fait que ça va fonctionner en fait. C'est intéressant ça. Oui, l'effet placebo, c'est très étudié. Pour moi, c'est sous-utilisé, même en médecine conventionnelle, parce qu'on sait que ça marche. Et il y a des médecins qui sont uniquement praticiens de médecine conventionnelle qui les utilisent et même ouvertement avec leurs patients, en disant voilà, C'est ça qui est prenez fou, ça. c'est que même si le médecin dit c'est un placebo que je vous donne, ça Mm. fonctionne quand même en fait. C'est ça qui est Ouais. incroyable, hein. Oui, il y a plein de ficelles à l'histoire du placebo. Et, et c'est très intéressant. Alors en homéopathie, on arrive à se rendre compte quand on est dans du placebo ou quand on l'est pas, parce que comme je le disais, il y a vraiment un cheminement dans la guérison qui peut pas être uniquement du ressort du placebo, mais quand bien même ça le serait, en fait, bah, tant mieux. Euh, Toutes les études qui ont pu montrer que que ça marchait pas ou que c'était même pas comme un placebo, je ne sais pas quoi. En fait, il y a eu plein d'études qui ont été vraiment très mal menées pour orienter la réponse et sceller l'affaire de l'homéopathie. Mais pour moi, il n'y a pas de méthodologie scientifique aujourd'hui adaptée à l'étude de l'homéopathie, comme à l'étude de toutes les médecines holistiques, parce que on ne cherche pas juste un critère symptomatique, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus global. Et puis, euh, et puis on répond à une aspiration des personnes de vivre autre chose que la médecine conventionnelle ou le désert thérapeutique qui est proposé parfois, quoi. Mhm, mhm. Et toi, tu parlais tout à l'heure de l'homéopathie pour les plantes, pour les Mhm. animaux. Est-ce que tu pratiques ça aussi? Est-ce que les gens Ah, viennent te voir avec leur animal en te disant, voilà, je voudrais que vous agissiez sur mon chien ou mon chat? pas beaucoup.
J'aimerais bien en faire plus, mais j'aimerais faire beaucoup de choses et j'ai pas du tout la disponibilité. J'ai déjà bien trop à faire avec les humains et c'est avec beaucoup de joie, mais c'est quand même beaucoup de travail et beaucoup d'exigences. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour les animaux, mais j'aimerais beaucoup. À l'occasion, je réponds à ces demandes-là. Et c'est aussi très spécifique, hein, l'homéopathie vétérinaire, on a beaucoup moins de symptômes. Il faut que les personnes connaissent très très bien leurs animaux et sachent en raconter quelque chose. Parce qu'en homéopathie, on cherche les symptômes rares, bizarres, étranges, inhabituels, singuliers, vraiment particuliers de la personne ou de l'animal et pas ce qui est commun à tout le monde. Donc juste avoir un tic de léchage ou ou ne pas avoir faim aujourd'hui, ça c'est pas des symptômes exploitables en homéopathie. Donc il faut vraiment bien connaître son animal. Et donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour les vétérinaires homéopathes. Et pour ce qui concerne les plantes, je m'y mets progressivement, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont des effets très intéressants, autant sur les plantes d'intérieur que sur le potager, les arbres, les fruitiers, les attaques, et aussi sur les abeilles. Il y a beaucoup de travaux d'agro-homéopathes sur les abeilles et tout ce qu'elles subissent comme assaut ces dernières années. Mhm. Et du coup, bah, tu parles d'autres activités que tu pratiques. Tu accompagnes des groupes de jeûneurs. Donc, est-ce que tu fais ça souvent et qu'est-ce que tu en retires personnellement? Hmm. Alors oui, effectivement, j'accompagne des jeûneurs en stage une semaine par an depuis quelques années, ce qui est pas beaucoup. J'aimerais bien faire beaucoup plus. Pour différentes raisons, j'ai pas la disponibilité pour ça. Et c'est pour moi déjà un immense honneur, un lieu d'expression de ce que je suis et de ce que de ce que je veux partager en termes de santé qui est précieux pour moi. Parce que se retrouver dans un lieu pendant une semaine avec des personnes qui veulent se rencontrer, qui veulent ressentir leur corps, leurs émotions, qui s'engagent dans un processus qui est pas évident en fait, qui est très confrontant, qui soulève beaucoup de questions, qui vient chercher en fait à l'intérieur de soi. Et bien, je trouve ça formidable. Et puis, ça me permet aussi d'utiliser et de proposer beaucoup de techniques que j'utilise pas au quotidien dans mon cabinet et qui me tiennent beaucoup à cœur, en fait, comme plusieurs, plusieurs méditations, des techniques respiratoires. Euh, voilà, j'accompagne mes stages de jeûne avec une personne formée à la psychologie des profondeurs et qui fait ce que j'appelle moi de l'art-thérapie, même si elle n'ose pas l'appeler comme ça, c'est quand même des ateliers artistiques très profonds. Donc c'est une pratique, le jeûne, vraiment très intéressante, pour laquelle j'ai autant de doutes que de certitudes et beaucoup une pensée qui évolue beaucoup et on évolue tous. Enfin, je souhaite à tous les accompagnateurs de jeunes d'évoluer au fur et à mesure de leurs accompagnements parce qu'on est sur une pratique très vivante qui dépend de beaucoup de facteurs et qui peut pas être figée. Le jeûne, c'est comme ça et on devrait tous faire comme ça. C'est encore une fois un endroit où la singularité, la particularité de la personne doit être prise en compte, sinon on va dans le mur, hein, clairement. Ou alors, ou alors ce sera une expérience pas très intéressante, ou alors on peut aller dans, dans du préjudiciable, voilà. Donc on fait très attention. Et je souhaite que la médecine française s'ouvre à la pratique du jeûne pour pouvoir travailler ensemble avec les naturopathes, les accompagnateurs de jeûne, médecins et autres. Euh,
parce que c'est vraiment au service des gens, au service de la médecine. Et il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de perspectives de santé à travers cette pratique. J'ai vu sur ton site que tu proposais des séances de guérison par le voyage intérieur. Le voyage intérieur. Donc Mhm. évidemment, l'intitulé m'a attiré et surpris. Et est-ce que tu auras envie de nous expliquer ce que c'est exactement? Oui. Alors, j'ai toujours eu du mal à trouver un intitulé, parce que qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot? D'ailleurs, je pense que j'ai renommé en approche psychocorporelle. Euh, donc, je fais partie des personnes qui pensent que le terme guérir recouvre énormément de visions. Et c'est d'ailleurs ce que je discute dans mon livre. Voilà, on peut avoir plusieurs définitions de la guérison. Ça recèle plein de choses. Donc, c'est pas forcément je vais faire ça et je vais solutionner tous mes problèmes de santé. C'est plutôt dans le sens d'une réconciliation intérieure, de comme on guérit une plaie blessée. Euh, et le voyage intérieur, c'est un terme que j'aime bien pour décrire toutes ces techniques qui consistent à se tourner vers son monde intérieur, vers son corps, toutes ses perceptions, toutes ses sensations, donc les cinq sens, et tout le langage que le corps est capable d'exprimer quand on l'écoute et quand on se tourne vers lui. Et il y a énormément de pratiques qui se rattachent à ça, mais certaines formes d'hypnose sont des voyages intérieurs. Toutes les approches psychocorporelles qui se développent en psychothérapie, et c'est chouette de la place que prend le corps aujourd'hui. Moi, je tiens beaucoup à cette idée-là de commencer une séance par ressentir son corps, l'écouter, ressentir les sensations, ressentir vraiment l'émotion et lui faire une place, toutes ces émotions qu'on ressent jamais, qu'on va jamais rencontrer. Et dans ces approches-là, ce qu'on propose, c'est vraiment d'aller se rencontrer et d'aller rencontrer ces émotions, ces sensations, d'aller rencontrer les parts de soi qui souffrent, qui sont blessées, d'aller discuter avec elles éventuellement. Donc, c'est une méthode qui regroupe plein de choses, mais en fait, elle est difficile pour moi à nommer parce que c'est en fait tellement naturel et physiologique. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès le plus jeune âge. Et ça prend plein de noms. Il y a de plus en plus de techniques, de thérapies, de méthodes, d'outils, etc. Mais en fait, elles se retrouvent toutes. Dès qu'on se tourne vers son monde intérieur, dès qu'on l'écoute, on peut rencontrer toutes les techniques de psychothérapie qui sont aujourd'hui décrites, comme l'Internal Family System, la Somatic Experiencing, euh, enfin, plein de techniques de psychothérapie. Elles vont émerger naturellement dans le corps des personnes. La pleine conscience, etc. Donc c'est super de voir que d'ailleurs, c'est comme ça qu'elles ont été découvertes la plupart du temps. C'est de se dire, mais ouais, mais il y a ça dans la vie du corps des gens, dans la vie de l'esprit des gens. Il y a toutes ces parts blessées, toutes ces parts protectrices. Il y a, en fait, les sensations ont des couleurs, ont des formes, elles ont des choses à nous dire, etc. Et c'est en rencontrant nos intérieurs qu'on découvre la richesse de ce monde et de son langage. Et donc, c'est ça qu'on fait dans ces séances. Et être présent à soi-même, être à l'écoute de soi-même et libérer cet espace d'expression, c'est extrêmement thérapeutique en soi. Et il peut se passer plein de choses en fonction de la réceptivité de chacun, en fonction de l'intention de chacun, euh, en fonction de l'autorisation intérieure qu'on a. On peut voyager de manière plus ou moins profonde. Et dans tous les cas, c'est OK, en fait. Euh, c'est vraiment aussi un cheminement. On s'ouvre petit à petit. On découvre des recoins de soi-même petit à petit. Et c'est toujours dans beaucoup de respect parce qu'on n'a pas de suggestion. On n'est pas en train d'imposer.
au corps de croire ça ou de penser ça. On ne fait pas d'injection de pensée positive, on ne fait pas ce genre de choses. On vient rencontrer l'intérieur de la personne et le laisser parler, le laisser se libérer. On vient finalement rencontrer cette force vitale dont on parlait tout à l'heure et qui a sa sagesse, qui a son intelligence, qui a simplement besoin d'être écoutée, qu'on lui donne de l'espace, qu'on vienne en contact avec elle, qu'elle soit rencontrée comme on rencontre un ami, mais on va pas toujours lui donner des conseils, lui faire des injonctions, lui dire comment elle devrait manger, tout ça. C'est plutôt elle, en fait, qui va venir nous informer et nous réinformer sur notre nature, en fait. Mhm. On a presque envie de venir te voir même si on n'a pas de problème, tu vois, pour vivre cette expérience. Mais oui, absolument. Et d'ailleurs, je pense pas qu'on soit obligé d'avoir des problèmes parce que tout n'est pas un problème, mais on peut toujours avoir des relations un petit peu grinçantes. Euh, et c'est pas forcément des choses qu'on considère comme des problèmes, mais ou alors des émotions qu'on a vraiment enfouies, c'est juste se découvrir, se rencontrer, se connaître et on n'est pas forcément obligé d'avoir un problème. On peut avoir envie de développer une de ses qualités aussi ou de développer son intuition. Et si on cherche, on trouve, hein. On a tous des trucs. Mais, mais moi, j'encourage, ouais, vraiment, j'ai été formée initialement à la méthode Phoenix Capacity, qui est vraiment cette méthode très respectueuse, très neutre, d'aller au contact de cette intelligence du corps et dans laquelle bah, se retrouvent beaucoup de principes naturels qui ont été repris dans les psychothérapies. C'est de la pleine présence à soi-même, en fait, avec une intention euh, et avec une autorisation de, de laisser vivre ce qu'il y a en soi sans jugement, en fait. Mm. Tu parlais de ton livre là. Est-ce que le fait de l'écrire, ça t'a appris des choses ou modifié ta manière de voir la santé? Oui. Euh, alors pour moi, c'était vraiment une nécessité de l'écrire. C'est à la fois un énorme travail, mais quelque chose qui débordait de moi et j'avais vraiment besoin de le mettre en forme et de le mettre sur le papier. Euh, cette façon, donc dans ce livre, je compare ces médecines dans leur manière propre de comprendre la santé, de définir ce qu'est une guérison, de voir ce qu'est l'hygiène de vie, de voir euh, voilà, une conception du monde différent. Donc j'avais besoin de les rapprocher et de les comparer et de réfléchir aussi à ce qui fait l'essence même de la santé. Ça m'interrogeait vraiment beaucoup de me dire, ouais, mais il y a toutes ces manières-là qui soignent, pourquoi parfois ça marche, pourquoi parfois ça marche pas. J'avais besoin d'exprimer pour moi et pour ceux qui voudraient me lire que chacune de ces médecines est un système complet à travers lequel on peut guérir, mais à condition de le pratiquer avec beaucoup de cohérence et de profondeur. Si on fait de tout un petit peu superficiellement, ça peut pas fonctionner. Il faut trouver celle qui correspond à qui on est, à nos aspirations, à la façon dont on comprend le monde. Si on comprend le monde d'une manière euh, médecine chinoise, on va pas forcément s'y retrouver en naturopathie ou en homéopathie. Voilà. Et, euh, et donc moi, ça m'a permis de rééquilibrer un peu et de poser cette conviction que j'ai que toutes ces médecines peuvent mener à la guérison, même si je reste une homéopathe convaincue que l'homéopathie est la plus belle et la plus puissante des médecines, et ça ne s'arrêtera pas. C'est parce que, voilà, mais en fait, c'est juste parce que moi, j'appartiens à ça et que quand on est homéopathe, on vit homéopathie du matin au soir et on a une vision du monde selon l'homéopathie. Les gens qu'on rencontre, on les voit à travers ce prisme-là et, euh, et, et on a une vision, du monde, on va dire, sous forme d'information et d'énergie qui rend nos conversations entre homéopathes, parfois un petit peu
étrange si on vient de l'extérieur, en fait, je pense. Donc, euh, donc voilà, j'avais besoin de poser quand même ça dans ce livre, dans la vision intégrative aussi que je souhaite de la médecine. Parce que dans un cabinet d'homéopathe, c'est pas facile d'être intégratif au sens bah, où c'est le moment de faire de l'homéopathie, donc on peut pas inviter toutes les autres médecines à cet endroit. Mais moi, intérieurement, je les ai toutes invitées. Donc c'est OK que chacun se soigne là où il se sent appartenir. Mais au sein de ma consultation, je suis obligée de cloisonner un peu parce que on doit positionner son écoute, on doit positionner sa pensée, sa réflexion et, et sa proposition thérapeutique dans un certain référentiel. On peut pas être dans tous en même temps. Voilà. Mhm. Et donc, c'est ce que m'a permis de, de poser ce livre. C'est cette part de moi qui est convaincue que on peut guérir dans chacun des chemins à condition de le faire vraiment entièrement, quoi. Si on résume la naturopathie à manger un peu plus un peu plus végétarien, un peu plus local et un peu moins hypotoxique, bah on va pas guérir en fait. On est d'accord avec ça. Il y a plein d'autres il y a plein d'autres piliers en fait. Et il faut rentrer dans de la profondeur de l'être et pas être juste devenir contrôlant et s'instrumentaliser dans un contrôle d'une manière de manger. Voilà, c'est pas ça la naturopathie. On arrive à la fin de notre entretien. Quels sont tes projets pour le futur? Alors, j'ai beaucoup de projets, mais je sais pas lesquels je vais concrétiser, parce qu'il y a énormément de domaines qui m'intéressent. J'ai des projets d'écriture qui qui sont pas débutés, mais qui concernent ce dont on a parlé, le cheminement en santé, voir comment on peut s'accompagner dans le cheminement en santé et la médecine intégrative de manière à la faire découvrir aux médecins et aux jeunes médecins de manière abordable et simplifiée. Mais là, je rencontre une certaine limite qui est celle des études scientifiques parce que bah, la plupart des médecins ont besoin d'études scientifiques pour s'approprier un savoir. Et donc, même un savoir traditionnel, ancestral ou empirique, clinique, d'efficacité quotidienne, n'est pas forcément facile à faire accepter. Euh, et ensuite, j'ai découvert beaucoup de pratiques qui me semblent vraiment indispensables à connaître et à faire connaître dans le milieu médical et dans les études de médecine. J'aimerais beaucoup pouvoir proposer des disciplines qui me semblent indispensables à intégrer aux études de médecine, comme par exemple l'aptonomie, l'art du toucher, euh, pour remettre de l'humanité dans le soin. Je t'avais parlé, voilà, de cette réflexion que j'ai de comment je suis devenue médecin ou comment j'essaye quotidiennement de me rapprocher de ce que j'imagine être un idéal de médecin. Dans l'écoute, dans le toucher, c'est pas toujours facile hein, dans un cabinet médical au quotidien, dans un temps imparti. C'est encore plus difficile dans les cabinets de médecine générale conventionnelle ou à l'hôpital, n'en parlons pas. Mais de retrouver un sens de l'accompagnement qui est au-delà de l'aspect juste technique qu'on peut apporter et qui, à mon avis, intéresse plus les gens euh, qu'uniquement une réponse technique, en fait. Les personnes, elles sont en demande d'écoute, elles sont en demande de douceur, de délicatesse, de présence. Et c'est souvent ce qu'elles vont ressentir en premier et se souvenir en premier, c'est comment elles se sont senties accueillies. Euh, Bien plus que la réponse qu'on a pu donner techniquement. Donc de réfléchir
à, à ces arts-là de la communication et de l'accompagnement. Et puis, tout ce domaine de psychothérapie, de thérapie du trauma et de régulation émotionnelle qui vraiment est un champ en ce moment qui se développe, qui est hyper riche et qui mériterait d'être connu parce que c'est quasiment révolutionnaire tout ce qui se découvre en ce moment et qui prennent parfois des directions complètement opposées à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant et qui permettent justement de redonner de la vie à l'intérieur du corps, de réaccepter qui on est, de plus contrôler ses émotions, de, de les rencontrer, de leur permettre de vivre, d'exister. Je trouve qu'il y a toute cette dynamique en ce moment, ou en tout cas dans mon monde, c'est de plus en plus, ça prend de plus en plus de place. Euh, cette manière de se respecter et respecter toutes les parts de nous et les faire vivre. Voilà, on s'aseptise plus, on n'essaye plus de devenir tout lisse. On accepte d'être vivant et que toutes ces choses qui nous traversent, les émotions, les pensées et même les maladies, peuvent devenir des forces, euh, ou en tout cas peuvent se transformer ou en tout cas nous parler d'intelligence qu'on a à l'intérieur de nous et nous révéler à travers ça. Et tout ça, je trouve ça très, très beau, très Hum, précieux en ce moment. hum. Génial. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur la santé ou l'homéopathie? Sur la santé en général, c'est trop vaste et comme ça, j'ai pas d'idée. Et sur l'homéopathie, c'est aussi assez difficile de conseiller des livres parce qu'il faut avoir un minimum de connaissances sur comment ça fonctionne. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, ma très modeste chaîne YouTube, où je propose différentes lectures d'homéopathie. Pour moi, celles qui ont été décisives, c'est les livres de Philippe Servet, Homéoportrait et Histoire de vie. Si on connaît un petit peu l'homéopathie, on peut rentrer dedans facilement. J'explique un petit peu dans ma vidéo. Mais l'idée, c'est pas des livres pour apprendre l'homéopathie. Il faut pas du tout les ouvrir avec cette intention-là, mais les ouvrir avec l'intention de rencontrer des humains et de voir. euh, En fait, c'est toute l'humanité dans ces livres parce que il décrit des petites histoires sous forme de petits chapitres, des histoires de vie euh, où les personnes m'ont consulté avec des maladies souvent très très profondes, très difficiles, et donc il nous montre comment le corps peut se raconter à travers des symptômes et à travers des symptômes euh, rares, étranges, inhabituels, qu'on a appris à ne pas exprimer ou à ne pas raconter à son médecin parce que il nous dit d'emblée que ça n'existe pas ou que c'est dans la tête ou qu'un truc comme ça on n'a jamais vu donc c'est pas possible. Alors que dans le corps de la personne, c'est une évidence que ça fonctionne comme ça. Et puis on est en contact avec la réalité de la violence de certaines histoires de vie aussi, et de voir comment, quand on transforme l'énergie vitale, ici grâce à l'homéopathie, mais ça peut se faire d'autres manières, eh bien, c'est toute la vie qui change, parce que l'extérieur, c'est la réponse ou c'est le miroir de notre intérieur, et quand on change notre intérieur, eh bien, l'extérieur change, les rencontres changent, les relations changent, les événements qu'on va rencontrer vont être différents. Et quand on est vraiment juste en homéopathie sur le remède principal de la personne, eh bien, ça peut vraiment bouleverser une vie, non seulement améliorer la santé, mais remettre la personne sur son chemin de vie. On n'a pas vraiment parlé de ça, mais effectivement, et j'en parle dans la vidéo, on peut, en homéopathie, on peut prescrire des remèdes qui vont aider, qui sont plutôt euh, qui vont être un peu périphériques, donc qui vont pas à pas aider la personne à améliorer sa santé.
mais l'idéal, c'est de trouver vraiment un remède qui correspond au champ de la personne dans, dans sa globalité et même dans son histoire de vie entière. Et parfois ça arrive et parfois ça n'arrive pas, mais ça dépend aussi de chacun. Mais quand on trouve ce remède-là, il y a vraiment quelque chose de très important qui se passe dans la transformation. Ok, bah je mettrai d'ailleurs le lien vers ta vidéo, cette vidéo où tu présentes les livres. Isor, quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour prendre soin de leur santé? Alors, c'est difficile. Tes questions sont difficiles parce que ça dépend vraiment de chacun. Mais je pense que dans la situation du monde aujourd'hui, telle qu'il fonctionne, la première étape, à mon avis, c'est de prendre du repos. C'est de s'arrêter et de ralentir. Parce que quand tout va trop vite, on peut pas être en contact avec ses besoins fondamentaux et ses ressentis. Et puis d'accueillir sa singularité, c'est-à-dire de voir qu'on n'est pas comme les autres, que notre corps fonctionne pas comme les autres, et de se mettre en route pour découvrir comment on fonctionne, même si c'est différent de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on nous a fait croire quand on était plus jeune. Et c'est vers ça que nous amènent, je pense, toutes les médecines, de retrouver ce partenariat qu'on peut avoir avec le corps qui va nous indiquer ben, de quoi réellement on a besoin en termes d'alimentation, comment on fonctionne réellement sur nos émotions. Donc, c'est apprendre à se connaître en fait, mais on n'apprend pas à se connaître de manière technicienne ou comme dans un livre, on apprend à se connaître à travers l'expérience et à travers le ressenti de qui on est. L'accueil et l'acceptation et le non-jugement bah, du fait d'avoir bah oui, des émotions qui sont pas agréables, des pensées dont on se passerait bien, des réactions, des limites. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Mais peut-être la première chose, c'est de pas voir la santé comme voilà un sujet un peu à part du reste dont il faut s'occuper parce que voilà, il faut quand même fonctionner au quotidien. Donc c'est bien d'être un peu en bonne santé, alors faisons de l'exercice physique, tout ça. De voir que la santé, pour moi, elle fusionne avec la quête de l'être, avec la quête philosophique d'une vie ou avec la quête spirituelle d'une vie. Et, euh, et elle fusionne complètement. C'est pas un domaine à part, en fait. Et, euh, et ça, c'est mon idéal de vision de la santé, qui est pas forcément partagé pour tout le monde, mais si je souhaite à ceux qui l'acceptent de ressentir ça, de ressentir que c'est pas rébarbatif, quoi. C'est pas, oh là, faut que j'aille chez le médecin ou encore chez le psychothérapeute. Enfin, c'est, c'est génial, en fait, de faire de l'homéopathie, de vivre dans ce monde-là. C'est génial d'aller en psychothérapie, rencontrer des parts de soi. Voilà, c'est pas du tout rébarbatif, quoi. Hmm. C'est 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 pas toujours facile, c'est parfois éprouvant, c'est vraiment dur. Parfois on passe par des phases de doute, parfois on n'en peut plus, parfois on en a marre. Mais mais pour moi ça fusionne vraiment avec une quête de plus de vie et de spiritualité aussi si on le souhaite. Bah, merci beaucoup Isor d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions, de nous avoir partagé ta belle sensibilité. Et pour en savoir plus sur tout ce que tu proposes, bah, j'invite les auditrices et les auditeurs à se rendre sur ton site, que je mettrai en lien, ainsi que sur ta chaîne YouTube dont on a parlé, et pourquoi pas à commander ton livre, dont je rappelle le titre, Comment se soigner et guérir aujourd'hui, aux éditions Exuvie. Voilà, donc écoute, je te dis à bientôt, et prends bien soin de toi. Merci beaucoup Anthony, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle.
En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. Donc n'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Voilà, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.